Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte la fuite du roi et de sa famille le 21 juin 1791 vers Montmédy et son arrestation à Varennes. Ce podcast fait suite au premier volet que nous avons consacré à cet événement. Dans le podcast précédent, nous avons tenté de savoir, comprendre les raisons pour lesquelles Louis XVI avait décidé de quitter, abandonner sa capitale. Nous avons évoqué son parcours et son arrestation. Oui, le roi est arrêté à Varennes le 21 juin 1791 par la garde nationale locale. La décision est prise de reconduire le roi et sa famille à Paris sous escorte. Le 22 juin 1791, on quitte Varennes à 9 heures. La berline royale est entourée de troupes locales, de gardes nationaux et de la foule. Vers 12h30, passage à Clermont en Argonne. On fait une courte halte. Vers 16h30, on arrive à Sainte-Ménéhould. Ah oui, ville d'où le fameux Drouet était parti la veille pour rattraper les fuyards. À Sainte-Ménéhould, l'accueil est glacial. Le roi et sa famille poursuivent leur voyage et arrivent à Châlons, Châlons en Champagne. Ils passent la nuit probablement dans une auberge réquisitionnée. Ici, dans cette ville de Châlons en Champagne, le roi reçoit un accueil assez favorable, mais notons quand même, pour illustrer les violences qui vont accompagner ce retour du roi de Varennes vers Paris. Parlons de ce soir du 22 juin 1791. Le comte de Dampierre, un noble détesté par les paysans, s'approche du cortège pour présenter au roi ses respects. Et le comte de Dampierre, il prétend écarter l'escorte à coups de plat de sabre. La foule se rue sur lui et le met littéralement en pièces. Sa tête est aussitôt placée sur une pique pour ouvrir le cortège du retour. Le 23 juin 1791, vers 5 heures du matin, on quitte Châlons. Le cortège arrive à Épernay. La famille royale descend à l'hôtel de Rohan, dit-on, où elle prend un dîner. Mais la famille royale ne s'attarde pas parce que il y a déjà la rumeur que de ci, de là, les gens se révoltent, les gens sont en colère et peut-être, qu'on pourrait attenter à la vie du roi et de sa famille. Alors il ne vaut mieux pas s'éterniser. Sur la route de Épernay à Dormans, les 3 députés de l'Assemblée constituante, accompagnés du colonel Mathieu Dumas, rejoignent la famille royale. Ces 3 députés, qui sont-ils? Eh bien, les 3 députés qui vont à la rencontre du roi sont Antoine Barnave, Jérôme Pétion de Villeneuve et Charles César de la Tour-Maubourg. Tous les 3 montent dans la berline avec le roi, sa femme, sa sœur et ses 2 enfants. Barnave écrit: Lorsque nous eûmes joint la voiture du roi sur la route de Dormans à Épernay, et avant d'y être monté, le roi répondit à la lecture qui lui fut faite du décret de l'Assemblée nationale qu'il n'avait jamais eu l'intention de sortir de la France. Je me retournai vers M. Dumas, qui était derrière moi, et je lui dis: Voilà un mot qui sauvera le royaume. C'est dans cette berline du retour que Barnave va faire connaissance avec la reine Marie-Antoinette. À partir de juillet 1791, tous les deux vont d'ailleurs entretenir une relation épistolaire qui va durer jusqu'en janvier 1792. Cette correspondance fait l'objet d'un podcast que je vous invite à écouter. Le roi et sa famille passent la nuit à Dormans. Le 24 juin, vers 5 heures du matin, on part pour Meaux. Le cortège est toujours encadré par la garde nationale. En chemin, on traverse Pogny, la Chaussée-sur-Marne, Athis.
et on arrive à Meaux en fin d'après-midi. À Meaux, l'accueil est hostile. La population se masse autour du cortège, on hurle, on menace. Le roi et sa famille sont installés dans l'évêché et ils passent la nuit à Meaux. Madame de Tourzel, qui est gouvernante des enfants de France, raconte: Nous fûmes couchés chez l'évêque constitutionnel, qui reçut le roi de son mieux. On ne peut se faire d'idée du peu de dignité de cet évêque et de son clergé. Il était bonhomme, et le roi n'eut pas à s'en plaindre. Le 25 juin 1791, à 6 heures du matin, on quitte Meaux. La foule devient de plus en plus dense, de plus en plus silencieuse et menaçante à mesure qu'on approche de la capitale. Les députés de l'Assemblée précèdent le cortège pour organiser l'entrée dans Paris. On arrive à Paris probablement par les Champs-Élysées. La foule, nombreuse, garde le silence, sur consigne de l'Assemblée. Il y aurait eu des affichages pour interdire tout cri pour ou contre le roi. Sur le parcours, les Parisiens ont trouvé toutes sortes de façons de se faire un chapeau. Pour se faire un chapeau qu'ils ont décidé ou qu'on leur a demandé de ne surtout pas retirer lorsque le cortège royal va passer devant eux. Ce retour, cette entrée dans Paris, c'est une humiliation pour le roi, et le signe que le peuple ne le respecte plus. Le peuple lui montre sa désapprobation, voire son mépris. Alors, Madame de Tourzel écrit encore. Nous nous trouvâmes à la barrière de Paris. Un peuple immense était rassemblé sur le chemin par où devait passer notre malheureux roi. Elle dit, chacun avait la tête couverte par l'ordre de M. de Lafayette, qui avait depuis enjoint de garder le silence le plus profond pour montrer au roi, disait-il, les sentiments que faisait éprouver son voyage. Ces ordres furent si strictement observés que plusieurs marmitons, sans chapeau, se couvrirent la tête de leurs serviettes sales et crasseuses. Le roi, la reine, sont reconduits au palais des Tuileries sous très forte surveillance. Louis XVI ne prononce pas un mot. L'humiliation est totale. Tout au long du retour, Louis XVI répète à qui veut l'entendre qu'il n'a pas voulu fuir. Marat, l'ami du peuple, écrit le 26 juin 1791 avec ironie: Montmédy est un bourg à 2 portées de fusil des terres de l'empereur. Ce bourg pouvait bien être le rendez-vous des Français mécontents et des brigands autrichiens. Le roi aurait dit à Lafayette, qu'il rapporte dans ses mémoires, « Je croyais que vous étiez seul à penser comme cela. Je vois que toute la France est infectée. » La citation exacte varie selon les sources, mais l'idée reste que le roi découvre avec stupéfaction, voire effroi, que ce qu'il pensait être une opinion minoritaire à Paris est en réalité très largement partagée dans les provinces. Cela montre à quel point Louis XVI, finalement, méconnaît le pays réel. Et Louis XVI n'a pas perçu la profondeur de l'adhésion populaire à la Révolution. Et ce voyage, ce retour forcé à travers la province, eh bien, c'est pour lui une prise de conscience probablement brutale. Le roi a pu voir de ses yeux, le roi et sa famille, ils ont pu voir de leurs yeux l'ampleur des changements. Et cette révolution, c'est pas seulement une révolution d'élite ou d'intellectuels à Paris. Les idées nouvelles portées par la Révolution, finalement, sont déjà diffusées dans la France rurale, dans les villages et les petites villes. Cela remet donc en question l'idée d'une monarchie qui serait encore soutenue par les campagnes.
Alors, quelles sont les conséquences de ce 21 juin 1791? Oh bah, ces conséquences, elles sont nombreuses. On peut en évoquer quelques-unes. D'abord, cet événement confirme la perte de confiance définitive envers le roi. Cette fuite constitue une rupture symbolique et politique majeure. Et le peuple et les députés comprennent que Louis XVI, finalement, bah, il rejette la Révolution. Et puis en plus, il l'a écrit dans cette lettre qu'il a laissée aux Tuileries. Tout ça malgré ses discours de conciliation. Donc ça renvoie à une forme de duplicité de Louis XVI. Cette fuite, c'est un choc et ça provoque la colère. À Paris et dans d'autres grandes villes, ça a provoqué stupeur, indignation. Et les journaux révolutionnaires dénoncent eux, une trahison. On l'a vu, Marat, mais Desmoulins aussi, crient à la conspiration contre la nation. Et puis il y a toujours cette idée du roi qui va retrouver des troupes étrangères. C'est toujours l'idée du roi qui se met à la tête d'hommes en armes pour revenir sur sa capitale. La rue réclame des sanctions immédiates, donc, et certains appellent à la déchéance du roi. Alors, cette fuite, eh bien, elle met l'Assemblée dans une position compliquée, c'est un euphémisme. Cette Assemblée, elle travaille à la réforme du pays, des institutions. Et puis d'un seul coup, eh bien, il y a ce roi qui s'en va. Et ce roi, ça pose ce problème. Ce roi qu'on a voulu, ce roi qu'on conserve, puisque à ce moment-là, 1789, 90, 91, il n'est pas question de se débarrasser de Louis XVI de la monarchie. Justement, on essaye de mettre en place une monarchie constitutionnelle. Alors la chose que trouve à faire cette assemblée, peut-être pour apaiser les esprits et gagner du temps, c'est de suspendre les pouvoirs du roi. Et l'assemblée proclame que le roi a été enlevé contre son gré. Ça va être un petit peu la version officielle. Et tout ça pour préserver donc la monarchie constitutionnelle qui est en chantier. Donc l'Assemblée, ce qu'elle cherche à éviter aussi, c'est éviter une république qui est encore perçue comme extrême. Le club des Cordeliers, puis celui des Jacobins se divisent. Les modérés, qui sont les futurs feuillants, veulent garder le roi, et les radicaux, qui seront les futurs Girondins et Montagnards, eh bien eux, ils réclament des mesures plus fortes contre lui. Alors il y a des débats à l'Assemblée entre le 13 et 16 juillet 1791. Eh bien, on va débattre de quoi? De l'inviolabilité du roi et les pouvoirs qui lui seront reconnus par la Constitution. Les républicains réclament la déchéance du roi. Le 14 juillet 1791, Robespierre demande que la question justement de l'inviolabilité du roi, eh bien, elle soit posée à la nation. Et il dit: si un roi appelait sur sa patrie toutes les horreurs de la guerre civile et étrangère, si à la tête d'une armée de rebelles et d'étrangers, il venait ravager son propre pays et ensevelir sous ses ruines la liberté et le bonheur du monde entier, serait-il inviolable? Robespierre pose la question. Le 15 juillet, à la tête des constitutionnels, Barnave prononce un discours décisif. Il sent ce qui est en train de se jouer. Donc il met tout le monde devant ses responsabilités. Il dit: je place ici la véritable question. Allons-nous terminer la révolution? Allons-nous la recommencer? Un pas de plus serait un acte funeste et coupable. Un pas de plus dans la ligne de la liberté serait la destruction de la royauté. Un pas de plus dans la ligne de l'égalité, la destruction de la propriété. Barnave souhaite la consolidation de la monarchie constitutionnelle et Barnave défend ardemment l'inviolabilité du roi. Pour lui, cette inviolabilité, c'est un principe conservateur de toute monarchie constitutionnelle. Encore faut-il savoir si tout le monde rêve encore d'une monarchie constitutionnelle. Donc voilà, cette fuite déclenche toutes sortes de débats sur l'inviolabilité ou pas du roi. Cette fuite, c'est aussi donc une réorganisation politique. Il y a la création du club des feuillants par les modérés, qui sont partisans donc de cette monarchie constitutionnelle dont on parlait à l'instant, et puis les républicains qui se radicalisent et se marginalisent, mais qui commencent à se structurer.
Et puis il y a aussi cette journée du Champ de Mars, ces journées révolutionnaires par excellence. Ce 17 juillet 1791, des milliers de Parisiens viennent signer une pétition au Champ de Mars qui demande justement la République. Et puis la garde nationale qui est commandée par Lafayette ouvre le feu sur les manifestants. Alors comme à chaque fois, on ne sait jamais qui a commencé. Est-ce que c'est la garde nationale qui a attaqué les manifestants ou est-ce que c'est les manifestants qui ont attaqué la garde nationale? En tout cas, le résultat est là. Il y a une répression sanglante et cette répression fait plusieurs dizaines de morts. Donc, dans la foulée de cette fuite à Varennes, cette journée du Champ de Mars du 17 juillet 1791 marque aussi une coupure durable entre le peuple et la bourgeoisie révolutionnaire qui tente de conserver, d'instaurer une monarchie constitutionnelle avec à sa tête un roi. Autre conséquence de cette fuite à Varennes, la capture de Louis XVI révèle aux monarchies européennes la fragilité du pouvoir royal en France. Et l'événement renforce l'inquiétude des souverains, en particulier l'inquiétude de Léopold II, qui est le frère de Marie-Antoinette. Cette situation contribue à la déclaration de Pillnitz, qui aura lieu en août 1791, par laquelle l'Autriche et la Prusse évoquent une possible action pour rétablir l'autorité royale en France. Donc Varennes accentue la méfiance entre la France révolutionnaire et les monarchies européennes, et Varennes prépare le climat qui mènera aux guerres révolutionnaires en 1792. Eh bien, en guise de conclusion, que pouvons-nous dire de cette incompréhensible odyssée, comme l'a si bien écrit l'historienne Mona Ozouf? Cette odyssée à la fois tragique et foutraque. Foutraque dans sa désorganisation et puis tragique, parce que finalement ce retour de Varennes à Paris préfigure le sort funeste qui va être réservé aux occupants de la berline, Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs deux enfants et la sœur du roi. Cet événement a marqué les esprits, il a inspiré la littérature, le théâtre et le cinéma. Et puis on peut se demander aussi quelles étaient les pensées de Louis XVIII et Louis-Philippe quand à leur tour ils ont dû quitter précipitamment Paris. La fuite à Varennes est à considérer comme un accident plutôt qu'un événement. Et cet accident oblige les acteurs politiques à réagir dans l'urgence. Les révolutionnaires, qu'ils soient plus prudents ou plus avancés, restent attachés au principe de 1789. Mais ils doivent s'adapter en permanence aux circonstances. C'est ce que montre Varennes. Et autrement dit, la révolution se construit aussi dans l'improvisation et l'ajustement constant aux faits, à la force des choses. Eh bien voilà, je vous remercie de m'avoir prêté votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast de Je vous raconte consacré à la Révolution française.